Le cabinet médical, tel qu'on l'a connu, est certainement un outil de travail qui sera porté à de nombreuses mutations en raison de nouvelles missions. On est passé d'une réponse ponctuelle à un problème de santé au suivi de maladies chroniques. Les structures seront forcées de s'organiser en coordination les unes avec les autres et elles utiliseront pour ça de nouveaux outils internes au cabinet médical, mais aussi de coopération et de coordination entre les professionnels et de travail avec les patients. Les nouveaux outils internes sont des outils de coordination et peuvent permettre une prise en charge pluriprofessionnelle, même lorsque l'on est installé dans un cabinet isolé, parce que le dossier médical du praticien doit s'ouvrir sur le monde extérieur. C'est une impérieuse nécessité de qualité, c'est une impérieuse nécessité de gestion du temps, car il est beaucoup plus facile d'actualiser son dossier par téléchargement sur un dossier médical personnel que de scanner ses documents et de les inclure manuellement dans son dossier. Il y a également une nécessaire évolution de nos outils internes au cabinet pour des raisons de qualité, parce qu'il faut pouvoir donner, et c'était un peu l'objet de ce que l'on a appelé l'évaluation des pratiques professionnelles, il faut pouvoir donner aux praticiens une vision transversale de son activité. Il doit pouvoir regrouper l'ensemble de ses diabétiques, l'ensemble de ses hypertendus, et savoir s'il atteint ses propres objectifs thérapeutiques. Nous sommes également confrontés à un accroissement et un développement des maladies chroniques qui nécessitent un suivi longitudinal et nécessitent que nos outils informatiques internes au cabinet évoluent pour pouvoir nous permettre de nous donner de façon graphique, rapide et facile l'évolution dans le temps des paramètres d'un patient et d'en faire la synthèse individuelle lorsqu'elle se modifie, synthèse individuelle qui a tout à fait nature à se trouver sur un dossier médical partagé avec les autres professionnels, médecins ou non médecins. Pour ce faire, les outils de relation entre le cabinet médical et l'extérieur du cabinet médical sont les messageries, le dossier médical personnel. Et pour les messageries, je vais céder la parole à Claude Bronner. Merci. Je vais essayer très rapidement de vous faire un peu l'état de la messagerie. La coordination entre les professionnels de santé, ça existe. Ça s'appelle encore beaucoup le courrier papier, avec tous les problèmes de délai que ça peut poser. Enfin, ça fait quand même un petit moment qu'on correspond entre professionnels de santé. Je vais commencer par la messagerie idéale. La messagerie idéale, c'est ça. Je pense que vous êtes tous d'accord. On intègre les structures, les données structurées du patient par un simple clic quand on est sur son dossier. Le courrier, on le rédige le plus vite, le mieux possible, de préférence avec des masques. On envoie, l'annuaire s'ouvre, on trouve le correspondant. Je suis en train de rêver, hein, je sais. Et puis, vous avez vu, j'ai mis annuaire complet. Parce que quand je corresponds avec un interne ou un externe à l'hôpital qui me demande un renseignement, c'est pas au chef de service qu'il faut que j'envoie la donnée pour que ce soit pratique. Donc, vous voyez, il y a encore du chemin à faire. Sélection des destinataires, et puis clic, envoi. Ensuite, ça arrive, il y a une réception immédiate, c'est l'avantage du mail. On lit, et on range dans le dossier. Logiquement, tout ça doit se faire de manière continue. Le tout, évidemment, en mode sécurisé et évidemment avec tous les outils, y compris les smartphones. Alors, qu'est-ce qu'il en est réellement? On va essayer. Voilà. La messagerie standard, ça existe la messagerie standard. Donc, j'ai rayé ce qui n'existe pas sur la messagerie standard. Donc, on n'a pas le super annuaire professionnel, évidemment. Il n'y a pas de clic d'intégration au dossier, mais par un copier-coller, on peut faire le travail. Et puis, ce n'est pas sécurisé. Par contre, ça s'utilise pas mal. Et il faudrait mettre le mien. Ah oui. Donc, on va attendre un tout petit peu pour la manœuvre. Hein. En fait, c'était le diaporama court, j'en ai un long. Que vous avez ramené ce matin, je crois. Et donc en fait, la messagerie non sécurisée, elle s'utilise
encore pas mal, et je vais vous montrer que finalement, ça peut être intéressant aussi. Voilà. Ça, c'est un exemple réel. Le nom, c'est pas le nom de la patiente, c'est le nom de l'infirmière sur le mail. Régulièrement, elle m'envoie les photos et ça me permet de lui répondre et on commente la situation et l'adaptation thérapeutique. Tout ça par messagerie non sécurisée, franchement, échelon, hein, la CIA et les renseignements généraux français, je suis pas sûr que ça les passionne, la photo que j'ai mis là. Donc c'est quelque chose qui marche plutôt bien et il m'arrive souvent aussi de correspondre avec le CHU quand j'ai un externe au téléphone qui me dit il me faudrait tel truc. Le plus simple, c'est de lui envoyer sur son adresse personnelle. Ensuite, on va monter d'un cran. C'est la messagerie AppyCrypt qui est une messagerie sécurisée. Donc la seule chose qui manque par rapport à mon idéal, c'est le super annuaire. Pourquoi? Parce qu'il n'y a qu'un annuaire AppyCrypt, uniquement avec les personnes qui sont sur AppyCrypt. Alors je vous montre rapidement comment ça marche. J'utilise tous les jours, je fais une lettre dans mon dossier médical, je cherche le correspondant, si je me suis donné la peine de le mettre dans mes correspondants, c'est facile, sinon il faut que je l'installe, et ça prend du temps. Il m'imprime aussi une lettre si je veux, et puis voilà, c'est parti, là, c'est parti. On passe au retour, je me suis écrit à moi-même, c'est plus simple. Donc au retour, j'ai une application smartphone ou ordinateur qui me permet de lire ça à tout moment, n'importe où, c'est ça, voilà, mon retour de lettre. J'ai retour dans mon dossier médical qui me permet de le lire. Il ne veut pas marcher. Qui me permet de le lire et qui me permet aussi de le rentrer dans le dossier par un simple clic. En général, c'est la secrétaire qui rentre dans le dossier et moi je le lis sur mon ordinateur sur ce que je vous ai montré avant. Et puis voilà, c'est dans le dossier. Donc, il n'y a pas de problème, ça roule tout seul. C'est un peu plus compliqué pour les pièces jointes, c'est un peu dommage. Et on va quand même faire honneur aux pionniers. Ça, c'est une lettre qui est venue la semaine dernière, par exemple, des urgences de Haguenau. Le patient a été vu, le soir même, j'avais le retour dans ma boîte. Bravo à ceux qui l'utilisent et qui le font. Et puis bon, il y a les petits bugs quand même. Ça, c'est retour via Mac, parce que Mac PC, c'est pas toujours extraordinaire. C'est le message que je me suis envoyé, que je vois parfaitement dans l'application smartphone, mais que j'ai comme ça dans mon dossier parce que je suis sur un Mac. C'était AppyCrypt. Et maintenant, je passe à la messagerie MS Santé, qui est la messagerie officielle mise en place par la ZIP Santé, qui en principe regroupe les messageries qu'ils veulent bien. Pour l'instant, il n'y en a pas beaucoup dedans. Et la différence, enfin, on parlera de la différence avec AppyCrypt après. Alors, qu'est-ce qu'on n'a pas? Pareil, on n'a pas l'intégration des données structurées, parce qu'il faut que les logiciels développent, et c'est pas encore fait. Et puis, évidemment, pas non plus les destinataires reliés aux patients. Mais théoriquement, cette solution est celle qui devrait s'étendre. Alors, on va la voir en pratique. Donc, quand je suis sur mon poste de travail au cabinet avec ma CPS, normalement, je l'ouvre en arrière-plan et je peux y accéder à tout moment. Quand je suis ailleurs, je vais sur Internet, je clique sur MS Santé, il me propose de demander un SMS de validation, je mets mon code, et puis je reçois un SMS de validation sur mon iPhone, et puis je le mets dedans, tout ça, ça se fait quand même assez rapidement, et puis bon, si je n'accède pas, il faut que je clique, hein, et puis j'accède. Alors là, vous avez toute ma boîte MS Santé depuis 1 an, dont les derniers que j'ai fait hier soir, hein. Donc vous voyez, pourquoi je l'utilise pas? Ben, tout simplement parce qu'il n'y a personne dessus. L'annuaire. Alors l'annuaire, c'est le point fort, à la fois le point fort et le point faible. Je m'explique. Voilà, j'ai mis une consoeur qui est à la fois sur AppyCrypt et sur MS Santé, qui est une de mes correspondantes. Vous avez vu, elle apparaît facilement. Si je veux lui écrire, ben, il n'y a aucun problème pour le faire.
En même temps, je peux évidemment mettre, là je me suis mis moi en correspondant, vous voyez, j'en ai pas encore beaucoup, je peux les mettre dans mes contacts, ça va encore plus vite. Là, je vous montre un autre médecin. Alors, ici, vous voyez, il y a une petite case, si vous voulez bien. Voilà. Ici, il y a une petite case. Je la montre parce que c'est important pour ceux qui l'utilisent. Uniquement PS avec une adresse MS Santé. Et sur le suivant, je l'ai enlevé. Voilà. Là, elle n'y est plus. Elle n'y est plus. Et donc, sauf que mon correspondant, j'ai mis le doyen de la faculté, il n'a pas d'adresse MS Santé. Donc, je ne peux pas lui écrire dessus. Et ça, c'est juste pour vous montrer, il n'y a pas que les médecins. Et ça, c'est quand même bien. Il n'y a pas que les médecins, il y a les infirmiers, il y a tous les paramédicaux, et ça change la donne. Donc, c'est quand même un élément extrêmement positif. Je vais dans mon dossier, pour l'instant, je fais un copier-coller, je colle dedans, j'envoie, ça part, ça signale au destinataire s'il a voulu qu'il a un message, et puis, enfin, on peut envoyer des pièces jointes. Voilà une pièce jointe envoyée avec MS Santé. Ça marche bien. Mais on n'a pas le lien direct avec le logiciel. Quand tu veux. Ah. Voilà. Pour conclure, voilà un petit tableau qui permettra éventuellement d'en discuter après, qui fait la comparaison avec, vous voyez, finalement, pour AppyCrypt, le seul point qui bloque, c'est que c'est pas aussi légal que ça, mais c'est parce que la loi est mal faite. Ouais, c'est parce que la loi est mal faite. Elle a été faite pour planter AppyCrypt, et puis ça marche pas parce que c'est le seul qui est vraiment utilisé. Il y a d'autres messageries, mais je ne parle que de ce qui est vraiment utilisé. Évidemment, MS Santé, quand ça aura tous les acteurs principaux, ce sera une bonne solution, mais pour l'instant, malheureusement, ça n'existe pas. Et alors, pour que ça marche, en fait, la seule chose qu'il faudrait, c'est que l'annuaire indique par quel moyen on peut joindre les gens, même quand ils ne sont pas dans MS Santé. C'est un super annuaire, tous les numéros RPPS, tous les numéros de professionnels de santé s'y retrouvent, donc c'est vraiment un super annuaire pour tout le monde, mais malheureusement, pareil, par idéologie, hein, on ne met pas le moyen de joindre les gens tant qu'ils ne sont pas sur MS Santé, et à mon avis, c'est ce qui manque pour qu'on se mette à l'utiliser, parce que c'est un super annuaire. Voilà, je vous remercie. Cela dit, on peut leur envoyer un message à partir d'MS Santé, si on connaît leur adresse mail, pour leur dire et pour leur proposer de se mettre sur MS Santé. Mais il faut connaître leur adresse mail. C'est bon? Voilà, c'est parti. Alors, le dossier médical personnel, un dossier qui m'est cher. Voilà un peu le principe d'une messagerie. Cher sur le plan affectif. Voilà le principe d'une messagerie. Le professionnel est au centre, il reçoit les afférences, il peut envoyer des informations à tous les acteurs, mais il n'y a aucun stockage d'informations. Un nouveau professionnel arrive dans le parcours de soins du patient, l'information n'est pas disponible. C'est là que le dossier médical personnel est un principe de fonctionnement différent, puisqu'il y a au centre du système un endroit où on stocke l'information, avec des afférences possibles des hôpitaux, de tous les libéraux, des paramédicaux, et à partir du moment où ces informations sont stockées et où la personne qui en a besoin a une carte professionnelle de santé, elle peut télécharger ces informations et actualiser son dossier. Et malheureusement, on n'a pas encore assez d'utilisateurs, mais lorsque c'est utilisé, c'est un mode de fonctionnement extrêmement pratique. Les caractéristiques du DMP, donc dans les échanges avec le dossier médical du praticien, il y a des logiciels qui sont interopérables et qui permettent donc à partir du dossier d'un patient de se connecter directement
sans passer par un portail Internet, au dossier médical personnel distant de ce même patient et d'échanger avec lui, envoyer ou télécharger. L'information est stockée dans le dossier médical et elle suit le patient dans l'ensemble de son parcours de soins. Le parcours de soins connu, qui est l'univers de la messagerie. On envoie le message à tous ceux qui s'occupent déjà du patient, mais aussi le parcours de soins à venir et qu'on ne connaît pas encore. On peut, lorsque l'on va chercher une information sur le dossier médical personnel, cibler par des bornes de date, ciblé par des auteurs, des éditeurs de l'information, pour le cas où on aurait 10 000 documents sur un DMP, et l'information reste disponible pour tout praticien potentiel à tout moment. C'est donc un avantage en ergonomie, c'est un avantage en économie également, car par rapport à la gestion manuelle de l'actualisation du dossier médical, c'est évidemment un gain de rapidité tout à fait extraordinaire pour le cabinet médical. Et l'écologie, je pense qu'elle est évidente, moins de papier, donc moins de tonnerre et moins de pollution. Et Dieu sait que les arbres, pour un pneumologue, sont quelque chose d'important pour continuer à nous assurer notre oxygénation. L'état des lieux du déploiement du dossier médical personnel en Alsace, je vais céder la parole à M. Mathieu Lederman, qui est l'administrateur d'Alsace e-Santé. Alors, un état des lieux, le DMP finalement, qui partage. Dans un premier temps, qui partage, et ensuite, on verra ce qu'on partage. Donc, vous voyez ici une carte d'Alsace, avec la répartition des établissements de santé, des publics ou privés d'ailleurs, médico-sociaux, sanitaires, des associations qui partagent le DMP. Alors aujourd'hui, vous voyez bien qu'on a un maillage assez dense du territoire alsacien. Alors ça s'est fait progressivement, hein. Il y a quelques établissements pionniers qui sont partis, qui ont été progressivement rejoints par d'autres. Et finalement, aujourd'hui, on arrive à une bonne couverture. Donc 23 établissements publics et privés, 519 professionnels de santé libéraux. Il faut savoir que les équipes d'Alsace e-Santé sont allées voir 3900 professionnels de santé libéraux, dont 2730 médecins. Voilà. Sur ces 2730 médecins visités, il y en a 519 qui sont actifs donc 519 professionnels de santé libéraux qui sont actifs dans la création et l'alimentation des DMP. 81% sont des médecins libéraux. 15% sont des kinés, 4% sont d'autres professions libérales. 80% utilisent un logiciel de gestion de cabinet DMP compatible et 20% passent par le web. Donc vous le voyez, on a évidemment en fonction de la densité de population sur Strasbourg de nombreux acteurs, hein, le CHU, le Centre Paul Strauss, les cliniques Adassa, Diaconesse, Sainte-Odile, Sainte-Barbe, les associations des paralysés de France, l'ADAPI, certains établissements médico-sociaux, etc. Alors, partager, c'est bien. Partager des données utiles pour la coordination du patient, c'est mieux. Donc, sur les 50 000 DMP qui ont été créés, vous voyez que la répartition se fait à peu près à 3 quarts, 1 quart. 75% l'ont été par les établissements publics de santé et 25% par les professionnels de santé libéraux. En revanche, pour ce qui concerne l'alimentation, là on voit que la répartition est un peu différente. On est sur 2 tiers, 1 tiers. Et on a 1 tiers des documents qui alimentent les DMP qui proviennent de la médecine de ville, des professionnels de santé libéraux, et 2 tiers des établissements. Au niveau des typologies, vous voyez que la nature des documents est finalement, pour les premiers items, assez similaire, puisqu'on a les comptes rendus hospitaliers, les séjours ou les consultations qui viennent en première et en deuxième place pour les documents qui proviennent des établissements publics de santé, et les comptes rendus aux fiches de consultation pour la médecine de ville. Donc là-dessus, on est cohérent. Pour le reste, on voit que c'est assez différent. On a des lettres de sortie pour les établissements publics de santé, des comptes rendus d'imagerie médicale ensuite, quelques comptes rendus opératoires, assez peu finalement parce que c'est toujours un peu compliqué de faire passer ce genre de documents dans un dossier médical qui est public, qui appartient aux patients, etc. Donc, tout ça passe par des validations des communautés médicales établissements. Et pour les professionnels de santé libéraux, on voit que la biologie arrive en bonne place, de même que l'imagerie. Et ça, voilà, c'est un petit peu un teasing pour l'atelier DMP qui se déroulera plus tard dans la journée.
puisqu'on verra que les perspectives du DMP concernent principalement ces points-là. Voilà. Je repasse la parole à Pascal Charles pour les nouveaux outils. Alors à Alsace e-Santé, on est prolifique, on s'occupe de beaucoup de dossiers avec le soutien de l'Agence régionale de santé. Et parmi les informations qui sont importantes pour les médecins figure l'imagerie médicale avec le développement d'un service qui s'appelle CIMRAL, le service d'imagerie médicale en Alsace, qui permet d'assurer le stockage des imageries en coupe, surtout, mais pas seulement, avec la possibilité de partager ces images avec les professionnels qui les ont prescrites ou les professionnels qui ont besoin de les lire, et avec la possibilité d'avoir en ligne sur le site du serveur CIMRAL des outils de traitement d'images, je dirais pas aussi performants que ceux des radiologues, ou alors c'est à usage exclusif des radiologues, mais même pour le médecin de terrain le plus classique, des outils qui permettent de comparer à distance de 6 mois 2 scanners d'un même patient avec une synchronisation du niveau de coupe où l'on se trouve pour, par exemple, pouvoir déterminer quelle est la rapidité d'évolution d'un nodule pulmonaire ou d'un autre organe. J'ai mis un scanner thoracique parce que c'est ce dont je dispose le plus. La biologie dans le dossier médical personnel. Alors, les éléments biologiques qui aujourd'hui sont dans le dossier médical personnel sont des documents PDF qui ont été envoyés par des médecins qui alimentent le DMP. Le problème, c'est que l'information est là, mais ce n'est pas très ergonomique d'aller la rechercher. Si vous avez 15 PDF qui comportent de la biologie et que vous cherchez les transaminases, forcément, ce sera sur le 15e que vous ouvrirez. Donc, ce n'est pas très ergonomique. L'idée, et nous l'avons particulièrement développé ici en Alsace, déjà sur les premières expérimentations du DMP entre 2006 et 2010, mais aujourd'hui, sur le plan national, c'est la région Alsace qui est chargée du développement de cette thématique. Nous souhaitons mettre sur le DMP ce type de tableau, c'est-à-dire l'agrégation de l'ensemble des paramètres biologiques du patient sur un tableau à partir duquel on peut même, grâce au petit logo en bleu, j'arrive pas à diriger ce laser, au petit logo en bleu qui est tout à gauche du tableau, obtenir une courbe par paramètre. Je vous le montrerai tout à l'heure sur une animation. D'autres nouveaux outils qui permettent de travailler en coordination, c'est la webconférence. Et nous avons eu l'occasion de l'expérimenter pour quelques bureaux de l'Union. Ça fonctionne plutôt pas mal. C'est un outil informatique qui est lancé à un endroit où l'on invite par mail d'autres correspondants. On peut se voir à l'écran, si les personnes ont une webcam, on peut passer par le canal d'Internet pour la transmission du son et on peut partager l'écran et inverser la prise en charge de l'écran, c'est-à-dire qu'on peut vraiment travailler de manière collaborative entre deux personnes qui sont distantes. L'éducation thérapeutique, qui est un outil que nous avons développé à l'Union régionale des médecins libéraux, qui a pour destination de permettre aux médecins dans son cabinet d'utiliser des outils d'éducation thérapeutique qui ont été validés dans des réseaux. Après, réponse à un questionnaire par le patient, questionnaire pré-test, que vous connaissez bien des formations médicales continues, puis utilisation des pages d'éducation qui comportent beaucoup d'animations filmées, parce que nous pensons que l'image est un meilleur vecteur de transfert d'informations que le texte, et ensuite questionnaire post-test qui permet, avec un petit outil statistique, de voir si le patient améliore ses connaissances sur sa maladie chronique. La dictée vocale, je l'ai mise là parce qu'au sein d'un cabinet médical, si l'on veut bien se donner la peine de se faire le dictionnaire et de se faire un fichier vocal correct, c'est quelque chose qui peut faire gagner énormément de temps. Donc c'est vraiment un outil qui vaut l'investissement.